Bonsoir YouTube, est-ce que vous allez bien? Ça fait super bizarre et en même temps super plaisir de faire une vidéo comme ça en face caméra, sans script, sans rien, parce qu'aujourd'hui 90% des vidéos sur ma chaîne c'est des vidéos qui sont scriptées. Je pense aux actus de la semaine par exemple, logiquement c'est scripté, c'est écrit, mis à part les reportages. Du coup en fait j'ai peu d'occasion de parler de façon un peu plus naturelle sans le ton peut-être que je peux avoir dans les vidéos d'actu de la semaine, et ça me fait plaisir parce que là je voulais concrètement dans cette vidéo répondre à un maximum de vos questions sur la chaîne et surtout vous dévoiler un peu les coulisses de ce qui s'est passé cette année, des temps forts de cette année. Du coup concrètement, avant de vous montrer, enfin vous parler un peu des coulisses de l'interview de Macron, du face à face avec Marine Le Pen, etc. Je voulais juste du coup répondre à quelques-unes de vos questions qui sont le plus revenues suite à une story que j'ai fait sur Instagram. Vous avez été des milliers à poser des questions, merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Je sais pas, je me suis si intéressant que ça, mais en tout cas il y a eu beaucoup de questions qui sont arrivées, donc vous fait trop plaisir. Peut-être déjà première question que j'ai là, c'était: tiens-tu à la neutralité politique? Fais-tu attention à ne pas laisser transparaître tes opinions? C'est une question que je trouve super intéressante parce que c'est une question déjà qui revient très souvent et ça va un peu dans les deux sens. C'est-à-dire que il va y avoir des gens qui vont dire trop bien ta vidéo, t'as été neutre, t'as été objectif, machin. Et tu vas avoir aussi des gens parfois qui vont dire à l'inverse, non là t'as pas été neutre, là t'as pas été objectif parce que t'as pas parlé de cette info ou parce que etc. etc. Moi j'ai lancé ma chaîne en ayant cette volonté d'avoir un truc qui se voulait factuel, qui se voulait neutre, qui se voulait objectif. Vous êtes très nombreux à me suivre aujourd'hui et j'ai pas envie en fait, hormis sur certains sujets où c'est des sujets qui me tiennent à cœur, sur des sujets de société ou autres, je peux dire voilà, moi ce que j'en pense, moi c'est ça. Mais autrement sur beaucoup d'autres sujets, je considère que mon opinion importe peu et que j'ai pas à vous la plaquer, j'ai pas à vous dire quoi penser, et du coup j'ai pas forcément envie de la mettre en avant non plus. Après logiquement, et là-dessus ma position a un peu évolué. Avant j'étais dans ce truc où je disais vraiment, je me souviens même au lancement de ma chaîne, enfin un peu après le lancement de ma chaîne, j'avais fait 2-3 interviews dans des médias plus traditionnels pour présenter ma chaîne, et je me souviens que je disais un truc du genre voilà, je donne des informations factuelles, neutres, objectives, enfin neutres et objectives. Et ce truc là aujourd'hui je le dis moins. Pourquoi est-ce que je dis plus ça? Parce que comme tout le monde, je suis humain, j'ai un parcours, j'ai des opinions quand même sur beaucoup de sujets, et ce parcours, ces opinions, etc. te façonnent et font que logiquement tu vas faire des choix dans ton écriture, ou même des choix ne serait-ce que dans les sujets que je vais vous présenter ici. Pour autant par contre, ce que je suis persuadé qu'on peut faire, c'est tendre vers une honnêteté intellectuelle, tendre vers quelque chose qui ne vise pas à déformer les faits ou à déformer les propos. Et ça, c'est ce que j'essaie de faire le plus possible. Une deuxième question qui est revenue, est-ce que Sciences Po t'a permis de faire ce que tu fais aujourd'hui? Pour ceux qui ne le savent pas, il y a encore 3 semaines, j'étais étudiant à Sciences Po à Paris. Et en fait, j'ai lancé ma chaîne en arrivant à Sciences Po. Donc en fait, vraiment, je suis arrivé après le lycée à 18 ans. Je suis arrivé à Sciences Po et j'ai lancé ma chaîne. Ce qui est sûr, c'est que Sciences Po ne m'a jamais aidé directement, c'est-à-dire que Sciences Po ne m'a jamais financé quoi que ce soit, j'ai jamais eu d'arrangement de scolarité ou de cours arrangés machin, et j'ai fait la même scolarité que n'importe quel étudiant à Sciences Po. Après, c'est évident qu'à Sciences Po, on apprend quand même des choses qui peuvent être intéressantes pour ce que je fais aujourd'hui, en matière de communication, en matière de... C'est tout con, mais j'ai eu un cours de rhétorique l'an dernier avec Clément Viktorovitch, que vous connaissez très probablement parce que il est sur Click cette année. Je l'ai eu en cours de rhétorique l'an dernier, et c'est un truc qui m'a vraiment permis de m'améliorer en prise de parole en public, à l'oral, et même pour les interviews que j'ai pu faire, c'est logique que ça m'a aidé à prendre la parole en public. Donc voilà, je sais pas vraiment comment répondre à cette question. Je pense que certains cours effectivement ont pu m'aider sur le projet, sur ce que je fais aujourd'hui, mais concrètement, je veux dire, Sciences Po ne m'a jamais aidé directement, dans le sens, j'ai jamais eu d'aménagement de scolarité ou d'autres choses, ou d'aide directe financière ou autre de Sciences Po quoi. Je prends une autre question. Vous êtes combien derrière Hugo Décrypte? Ça me tenait à cœur de répondre à cette question parce que heureusement aujourd'hui il y a une équipe avec moi et qui grandit un peu au fil des jours. La personne avec qui je bosse le plus au quotidien, c'est Benjamin. J'entendais parler de lui dans les reportages parce que c'est celui qui est derrière la caméra tout le temps. Benjamin, il était en CDD cette année, il va passer en CDI à partir de janvier, donc ça fait maintenant 1 an qu'on bosse ensemble et on va continuer à bosser ensemble l'an prochain. Il est journaliste et donc il m'aide au quotidien sur l'écriture des actus du jour, sur le tournage des vidéos, logiquement les reportages, parce qu'il est là pour tourner avec moi. Donc de ce point de vue là, c'est trop cool. Après, au-delà de ça, on a une équipe un peu élargie parce qu'on a, de temps en temps, on accueille un ou des stagiaires dans l'équipe, en journalisme principalement. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, on peut toujours en accueillir, donc, enfin on peut toujours en accueillir, on va pas en accueillir 10 d'un coup, mais on en accueille voilà, un de temps en temps, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail avec votre CV et peut-être qu'on pourra faire ça. Ensuite, on a 3 monteurs qui bossent pas à temps plein, mais qui
bossent sur des formats différents. Il y en a qui bossent sur le format des reportages, Edmond notamment, qui bosse sur les reportages que vous voyez sur la chaîne cette année. Il y a Paul aussi, il y a un autre monteur qui bosse plus sur le format d'actu de la semaine et le format de décryptage avec les pictos et tout qui vont s'afficher. Et puis après cette année, j'ai beaucoup bossé avec quelqu'un qui m'aidait aussi sur les partenariats, ce qui m'a permis aussi de me concentrer davantage sur la dimension créative, le tournage de reportages et tout ça, quoi. Autre question que je voulais prendre, que devient Fromage? Pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, vous savez que j'avais un podcast qui s'appelait Fromage et je faisais ça avec Mima qui était ma copine à l'époque. La raison pour laquelle on l'a pas relancé, c'est très simple. Déjà sur le moment lors de l'année, Mima elle était à l'étranger, elle était à New York, donc en fait on était à distance, donc c'était beaucoup plus dur d'enregistrer les podcasts. Puis tout simplement, et c'est un peu les aléas de ce genre de projet où on le fait en couple, c'est que on n'est plus ensemble depuis maintenant 4 mois. Donc voilà, on s'est quitté en très bons termes, on est toujours en contact et il n'y a pas eu d'embrouille ni rien, mais simplement on n'est plus ensemble et du coup logiquement ça aurait fait très bizarre de continuer à faire le podcast juste parce qu'il y a des gens qui le suivent alors que nous on n'est plus en couple, quoi. Donc voilà, j'espère avoir répondu à vos questions là-dessus et encore merci énormément à tous ceux qui ont suivi ce podcast. Pour moi et pour Mima aussi, parce qu'on en a reparlé depuis, c'était une immense expérience de pouvoir vous partager ça et donc voilà, c'était trop cool. Je voulais revenir sur l'émission politique où j'étais face à Marine Le Pen pendant 10 minutes sur le sujet des fausses informations qu'elle véhiculait à l'époque sur un certain nombre d'éléments. Pour moi, ça a été probablement le temps fort de mon année. Et pour vous donner un peu de contexte sur comment ça s'est fait, en fait, j'ai été contacté par France 2 quelques semaines avant l'émission politique. Et donc France 2 me contacte et me dit potentiellement, on aimerait bien vous avoir dans l'émission politique, donc qui est donc la grosse émission sur France 2 politique, qui est à 21h, qui fait, je veux dire, entre 1,5 et 2 millions de téléspectateurs. Donc c'est une grosse émission politique. Et ils me disent, on aimerait bien que vous ayez potentiellement 10 minutes face à Marine Le Pen sur le sujet de votre choix. Et donc moi il m'appelle, il me dit ça. Je bug un peu parce que sur le moment je me dis ouh là là là, mais dans quoi je m'embarque, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc je leur dis, écoutez, laissez-moi un peu de temps, je vais réfléchir à tout ça, je vais réfléchir à ce que je pourrais faire. Je prends le temps d'y réfléchir et donc je fais le choix de faire 10 minutes face à elle sur le sujet des fausses informations. Du fait de ce que je fais sur ma chaîne, je suis confronté en fait à plein de fausses informations qui peuvent être relayées et le fait de traiter ce sujet-là face à une personnalité politique qui, d'ailleurs comme d'autres, mais qui relaie parfois des fausses informations, me paraissait assez intéressant. Donc je leur ai proposé ça, ils ont validé l'idée et donc j'ai pu me retrouver face à Marine Le Pen pendant une dizaine de minutes sur France 2 dans l'émission politique pour parler des fausses informations qu'elle véhiculait. Alors je vais pas vous mentir, ça a été près de 2 semaines de préparation très stressantes parce que c'est Marine Le Pen, parce que c'est l'émission politique et du coup on est logiquement, du fait du format, dans une certaine logique de... Je sais pas si confrontation c'est un bon mot parce que j'étais pas là pour être agressif, j'étais là vraiment pour avoir un dialogue et un échange avec elle, mais logiquement on allait avoir un désaccord sur ce truc là. Et donc logiquement il y avait un stress assez particulier à se retrouver face à Marine Le Pen et en même temps faut savoir tenir son discours, faut savoir ne pas être agressif parce que ça sert à rien fondamentalement d'être agressif, donc faut réussir à rester calme tout en présentant ses idées. Pour la petite histoire c'était assez drôle parce que j'étais du coup dans les loges de l'émission, du plateau, en train d'attendre que ce soit mon tour et dans mon esprit, j'allais pas être sur le plateau jusqu'à ce que ce soit mon passage. Et donc j'étais tranquille, j'avais même prévu de finir un peu des notes que j'avais prises sur un carnet. J'avais prévu de les finir en fait en loge. Je commence à manger en loge, etc. Et là, même 2 minutes après, il y a quelqu'un du coup de l'émission qui toque et qui ouvre et qui dit on va y aller, on descend. Et moi, mais giga moment de panique parce que dans ma tête, j'allais descendre sur le plateau dans 1h30, quoi, pas maintenant. Et surtout, j'avais même pas fini les notes que je devais mettre sur mon carnet pour mon passage face à Marine Le Pen. Donc, gros coup de stress, je descends d'un coup, je fais ok, allons-y, j'étais avec des potes en loge et je descends comme ça. Du coup, il y a eu une sorte de dose d'adrénaline et de stress qui est montée à ce moment-là, qui était assez impressionnante. Ce qui rendait le truc particulièrement stressant, au-delà du fait que c'était Marine Le Pen et que c'était une sorte de face-à-face sur un sujet comme ça assez touchy, c'est le fait qu'il y a effectivement cette ambiance de plateau, cette ambiance d'un public qui est assez important. Je sais pas, il doit y avoir peut-être une centaine de personnes sur le plateau, il y a les journalistes, il y a les lumières, il y avait un côté assez irréel sur la situation et j'ai pas trop réalisé jusqu'à ce que du coup je sorte du plateau et pour moi ça s'est bien passé. Enfin franchement je suis extrêmement content de mon passage dans l'émission parce que j'ai vraiment le sentiment d'avoir dit ce que je devais dire et de l'avoir bien dit et d'avoir fait quelque chose
Il me semble, en tout cas, ça c'est mon point de vue, mais qui était clair. Et en fait, c'est seulement quand je suis sorti de l'émission que j'ai un peu plus réalisé ce qui venait de se passer, quoi. Et pour ceux qui se demandent, j'ai pu lui parler après l'émission. Oui, j'ai pu lui parler, comme d'ailleurs j'ai pu parler à tous les politiques, tous les candidats que j'ai pu interviewer sur ma chaîne cette année. C'était assez intéressant parce qu'elle est restée sur sa position, en fait sur la même position que lors de l'émission, mais logiquement le ton de notre débat et de notre échange était peut-être moins tendu que lors de l'émission politique, enfin lors du plateau, parce que peut-être qu'il n'y avait pas de caméra et donc le ton était peut-être un petit peu plus calme que lors de l'émission. L'autre temps fort pour moi du coup, sur lequel je voulais revenir, et notamment d'ailleurs parce qu'il y a eu parfois beaucoup de fausses infos qui ont circulé sur la façon dont ça s'est fait. C'est l'interview du président de la République que j'ai eu l'occasion de faire au mois de mai. Pour vous expliquer très concrètement comment ça s'est fait, moi régulièrement, mais comme je le fais d'ailleurs à tous les candidats et un peu tous les bords politiques, je proposais à l'Elysée des formats d'interview du président de la République, donc d'Emmanuel Macron. Quelques jours, environ 3-4 jours avant l'interview en tant que telle qu'on a fait, je suis contacté par quelqu'un de l'Elysée qui me dit, de façon très claire, me dit « Là potentiellement, cette fois-ci, il y a peut-être quelque chose à faire puisque le président de la République veut s'adresser aux jeunes. Et donc potentiellement, qui sait, il pourrait peut-être le faire sur votre chaîne. » Donc de mon côté, je leur dis, écoutez, laissez-moi la nuit pour y réfléchir et demain matin, je vous recontacte et je vous dis un peu qu'est-ce que je pourrais imaginer sur ma chaîne. Concrètement, ce que je leur ai proposé le lendemain matin, c'est exactement ce qui a été fait sur la chaîne le jour de l'interview, c'est-à-dire 1 heure d'interview avec le président de la République, mais où les questions ne viennent pas de moi, mais viennent directement en fait de vous via le chat. En fait, on avait une télévision sous les yeux et sur cette télévision, il y avait le chat qui s'affichait en direct et donc moi je prenais des questions pour les poser directement au président de la République. Il y a 2 questions qui sont beaucoup revenues et que je peux comprendre et ça me paraît important d'y répondre. La première question c'est est-ce que tu as été payé pour le faire, et la deuxième question c'est est-ce que Emmanuel Macron connaissait les questions avant que je ne les pose. Donc première question, non évidemment je n'ai pas été payé pour faire cette interview du président de la République, de la même façon que j'ai pas été payé pour faire les autres interviews ou les autres formats face à des personnalités politiques sur ma chaîne. En fait ça va même plus loin que ça, c'est que j'ai quand même dû payer pour faire ce que j'ai fait, et j'ai dû payer notamment une boîte de prod pour faire la production d'un tel format. D'ailleurs pour la petite histoire, l'Elysée m'a confirmé que le président de la République était partant pour faire cette interview moins de 24 heures avant l'interview et avant le tournage qui était en direct. Ce qui veut dire du coup que moi, la veille, j'ai quand même essayé de prendre un peu d'avance et je me suis dit s'ils disent oui, moi j'y croyais pas trop et je me disais si l'Elysée dit oui et que je vais faire cette interview, faut que j'ai une boîte de prod pour produire le truc. Du coup la veille, je contacte plein de boîtes de prod qui font notamment de la production de live pour leur proposer de faire éventuellement ce tournage et de faire la diffusion en direct de cette interview. Le truc c'est que pour des questions de sécurité et parce que fallait pas que l'info fuite, mais c'était pas encore confirmé, j'avais interdiction de la part de l'Elysée, et ça se comprend, de dire aux boîtes de prod que c'était une interview du président de la République. Tout concrètement, la veille, j'appelais des boîtes de prod, enfin vraiment, je prenais toutes les boîtes de prod sur Google et je les appelais et je leur disais soit que c'était une grosse personnalité mais je pouvais pas forcément dire qui, soit que c'était un acteur qui était au Festival de Cannes et qui remontait à Paris pour une interview, mais il est tellement connu que je peux pas donner son nom et donc je peux pas dire à la boîte de prod le nom de l'acteur. Du coup je trouvais un peu plein de ruses pour faire tout ça et au final j'ai trouvé une boîte de prod et on a pu le faire, et donc voilà, c'était un rush absolu parce que faire un tel tournage avec un tel enjeu en 24 heures, ça n'a aucun sens et c'est complètement... ça n'a aucun sens, mais c'était une grosse expérience et on a pu le faire. À titre personnel, c'était très stressant aussi, logiquement, mais c'était pas le même genre de stress que face à Marine Le Pen, parce que là, c'était pas seulement le format d'interview, il y avait un stress qui était immense sur l'organisation et sur tout ce qui se passait autour. Est-ce que la fibre pour diffuser le live va continuer à fonctionner? Est-ce qu'il va pas y avoir une coupure de courant? Qu'est-ce que je réponds à tous les médias? Il y avait BFM TV par exemple qui voulait diffuser en direct, et ils ont diffusé une partie en direct de l'interview. Est-ce que j'étais ok avec ça ou pas? Il y avait beaucoup de choses, et il y avait du coup une sorte de pression au-delà de l'interview sur l'organisation de la prod et du live en tant que tel, quoi. Alors s'il y a une question qui revient tout le temps, c'est il est comment Emmanuel Macron en vrai? Et c'est la même question qui est revenue pour Marine Le Pen et pour les autres politiques que j'ai pu interroger. C'est drôle parce que j'ai pas vraiment de réponse à donner là-dessus, c'est-à-dire que comme pour Marine Le Pen et comme pour tous les autres, en fait il reste souvent à la fin de l'émission, lui est resté à la fin de l'émission et on a pu échanger comme j'ai pu échanger avec les autres, mais fondamentalement il est cordial
mal, mais je sais pas quoi dire de plus. Je peux pas juger quelqu'un sur 10 minutes avec lui, dans un contexte en plus qui est particulier, parce que c'est une personnalité politique, donc il a aucun intérêt à apparaître comme désagréable. Au-delà de ça, il sait que j'ai une audience, il sait potentiellement, enfin je sais pas, peut-être que là je surréfléchis le truc, mais qu'un jour, je vais vous montrer les coulisses de l'interview, donc je vais dire ce que je dis en ce moment. Donc déjà, de base, juger quelqu'un sur 15 minutes, pour moi ça n'a peu de sens, mais encore plus dans ce contexte et dans ce cadre particulier. Du coup, très décevant comme réponse, mais j'ai pas de trucs, d'anecdotes ou de faits particuliers à dire sur comment il est Macron en vrai. Par contre, truc très très drôle que je peux raconter, logiquement en termes de sécurité, quand le président de la République se déplace, c'est massif, c'est-à-dire que c'est le déminage, c'est la sécurité, et du coup c'était très très drôle parce que moi je réalise quelques heures avant l'interview qu'en fait lui va être maquillé parce qu'il me semble qu'il a une maquilleuse et donc il va être maquillé pour l'émission. Mais de mon côté, si lui est maquillé et que moi je suis pas maquillé et qu'on a des gros panneaux LED, là je suis pas maquillé mais dans le cadre de l'émission c'était des plus gros panneaux LED etc. et que lui est maquillé et que moi je ne suis pas maquillé, ça va faire bizarre. Je vais paraître complètement dégueulasse devant potentiellement des centaines de milliers ou des millions de gens et ça va être un peu ridicule. Du coup, un peu en urgence, avec mon équipe, on trouve quelqu'un qui est partant pour me maquiller, une maquilleuse quoi, qu'on paye pour faire juste un maquillage et me maquiller pour l'émission. Donc elle arrive et elle commence à me maquiller et on discute un peu au fur et à mesure. Et à un moment donné, quand elle est en train de me maquiller, je lui dis apparemment BFM TV veut diffuser en direct l'interview qu'on va faire, c'est quand même assez chaud quoi. Et je vois qu'elle comprend pas forcément comment ça se fait et ce qu'il en est. Et quelques minutes après, en fait, il y avait des toilettes juste à côté de la salle où on était maquillés. Ils disent en fait très clairement, cette porte-là, on va la condamner. Question de sécurité, il peut pas y avoir des gens dans ces toilettes-là au moment de l'interview. Du coup, là, à ce moment-là, la maquilleuse regarde ces gars de la sécurité qui sont en train de dire qu'il faut condamner une porte pour des raisons de sécurité pour l'invité qui vient, et elle regarde, elle dit mais c'est quoi ce délire? Et moi du coup je lui dis mais en même temps c'est le président de la République et en termes de sécurité je veux dire ils doivent faire super attention quoi. Et là elle se tourne vers moi et elle dit comment ça le président de la République? Et en fait personne ne lui avait dit que le maquillage là et l'interview qu'on faisait c'était avec Emmanuel Macron. Et du coup c'est trop drôle parce qu'elle est arrivée sans savoir ce qu'elle allait faire ici et 20 minutes après elle se retrouvait à serrer la main au président de la République pour un tournage qu'elle n'avait pas du tout prévu au départ et qui s'est fait en dernière minute pour elle. Donc voilà, c'était assez drôle. Allez, une dernière question. Elle était où? Je la trouve pas. Ah oui, tu nous prépares quoi en 2020? Beaucoup de choses, déjà beaucoup plus de reportages. On va essayer de tenir ce rythme de un reportage toutes les 2 semaines. Donc ça va être trop cool. Vous allez avoir notamment le reportage en Amazonie du coup qu'on a tourné, un reportage sur les favelas à Rio qu'on a tourné là aussi au Brésil il y a quelques semaines. Au-delà de ça, il y aura évidemment des sujets en France. La plupart des sujets seront en France, mais du coup on va vraiment développer les reportages parce que c'est ce qui vous fait le plus kiffer. C'est ce qui a fait le plus de vues d'ailleurs je crois sur la chaîne cette année et c'est aussi ce qui me fait le plus kiffer donc c'est très bien. Au-delà de ça, et vraiment désolé quand je vous spamme là-dessus dans les actus de la semaine et dans les autres formats et j'essaie de moins en parler maintenant et de moins vous spammer avec ça, mais Instagram pour moi c'est un gros truc aujourd'hui parce que je pense que ça vient en bon complément avec ce qu'on va faire sur YouTube, et Insta a vraiment ce truc de résumé d'actualité qui marche très bien parce que vous êtes très nombreux à le suivre aujourd'hui. Donc on a le compte principal, on a le compte dédié au sport, on a le compte dédié à la culture et c'est un truc sur lequel je veux beaucoup bosser dans les mois à venir. On va aussi commencer à faire des interviews et des formats exclusifs pour Instagram, donc c'est un truc sur lequel je bosse beaucoup et sur lequel on va beaucoup bosser dans les mois à venir. Il y a un autre projet, pareil, je peux pas vous en dire grand chose, donc je vois même pas pourquoi est-ce que je vous en parle maintenant parce que ça vous donne aucune info, mais qui pourra venir progressivement l'an prochain. Et ma lumière vient de s'éteindre. Est-ce que je finis comme ça? Non, on va faire les choses bien, je le remets. Ok. Donc pour l'an prochain, il y a pas mal de projets, je peux pas vous en dire plus pour l'instant parce que c'est encore un peu secret, mais je vous en reparlerai promis dès que je peux vous en parler. Et puis potentiellement il y a d'autres choses qui vont peut-être arriver, ça fait longtemps moi que je veux me lancer sur Twitch et ça fait quelques temps aussi que j'en parle notamment sur Instagram. Donc peut-être que je me lancerai sur Twitch l'an prochain, si jamais je trouve le temps. Je vous mets déjà dans la description le lien de la chaîne si jamais vous voulez vous abonner, comme ça le jour où je fais un live vous pourrez le voir. Ça me ferait kiffer parce que je joue beaucoup aux jeux vidéo et au-delà de ça je pense qu'on peut mêler du jeu vidéo et d'autres choses. Parler un peu de politique, parler de ces sujets-là, le tout sur Twitch, donc ça me ferait kiffer. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre la chaîne, peut-être que je ferai des petits streams l'an prochain, je vous en dis pas plus pour le moment. Écoutez, ça m'a fait trop plaisir de pouvoir vous parler comme ça directement, parce que encore une fois, j'ai pas forcément l'occasion de le faire sur ma chaîne autrement, et je pense que je vais reprendre un peu les vidéos face cam de temps en temps, dès qu'il y a des sujets qui me paraissent importants. Donc n'hésitez pas à me dire si ce genre de format aussi un peu face cam et plus naturel vous plaît, vous pouvez me le dire dans les commentaires et ça me fera plaisir d'avoir vos retours. J'espère
j'espère vous apporter des choses, vous apporter le plus possible, et voilà, c'est ce qui me motive aussi à faire ce que je fais au quotidien, donc c'est trop cool. Je vous souhaite des très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez de votre famille si vous avez la chance de pouvoir les voir ici à Noël. Profitez, prenez du temps pour vous si vous êtes en vacances. Bon courage aussi à ceux qui bossent, je pense à vous aussi. Et puis on se dit à très vite. Salut.